Hello, salut à tous sur le chat. What's up, what's up? Ça va Max? Bah écoute, ça va super et toi? Alors je recontextualise un petit peu. Sur Instagram, il y a Bones, donc Max, qui m'a envoyé un message en disant qu'il était en train de faire son mémoire sur la bande dessinée en général. Je le laisserai s'exprimer après. Et du coup, il me demandait si j'étais OK pour faire une interview parce qu'il voulait prendre les pages de l'intégrale Moutafoukaz en référence. Donc j'ai dit mec, ouais, il n'y a pas de souci. Mais comme j'ai du taf à la gueule et que c'est vrai qu'à chaque fois on me demande quand est-ce que tu fais un nouveau Twitch, etc., je me suis dit bah tiens, ça peut être la bonne occasion pour faire un live Twitch. Et puis comme ça, on n'a rien préparé, hein, si ce n'est que Bones m'a envoyé, Max m'a envoyé les planches dont il voulait parler. Et c'est tout, je sais pas de quoi il veut me parler, donc je le laisse s'exprimer. Écoute, déjà salut, ça me fait plaisir que tu acceptes de me laisser t'interviewer comme ça. Je regarde un peu le retour, j'arrête ça. Du coup, je m'appelle Max, ceux sur le chat m'ont déjà vu sous le nom de Bones l'enfant fou. Ouais, toujours là. Du coup, en fait, je suis étudiant en arts plastiques et je finis ma licence. Là, du coup, je dois préparer mon mémoire. Et pour le mémoire, en fait, je dois prendre 3 bandes dessinées. Donc ça, c'est mon choix, que je vais analyser. En fait, moi, de mon côté, ce qui m'intéresse, c'est de voir en fait comment la mise en page, comment l'auteur ou le scénariste avec qui il travaille fabrique sa mise en page et comment il l'articule pour alimenter un récit. Donc dans la mise en page, je comprends un petit peu tout, hein. Je comprends le dessin, la case, la marge, la gouttière, l'onomatopée, le crawl beach, absolument tout, même les couleurs, en fait, tout est important et tout s'articule du coup, et moi c'est là-dessus que je travaille. Enfin, tu vois, là, genre, ça fait 2 semaines que j'analyse absolument toutes les 600 pages de Mouta. Ouais. Donc c'est super dur, tu sais, de se sortir en fait de la suranalyse. Donc moi c'est juste pour que tu confirmes de ton côté certaines choses. D'accord, ok, ça marche. Ouais. Vas-y, j'espère que je serai à la hauteur du truc, hein, tu vois, parce que moi je travaille beaucoup à l'instinct, donc des fois tu vois, des fois j'intellectualise pas forcément ce que je fais, mais je sens que c'est ça qu'il faut faire. Donc on va voir comment je m'en sors par rapport à ton analyse et puis à tes questions, quoi. Ok, je te propose qu'on commence avec la page 50 du coup. La page 50, bah écoute, moi j'ai fait des signés à chaque fois, putain, je me suis organisé comme un ouf, et voilà. Donc ouais, cette planche là du coup. Alors je précise dans le chat, moi j'ai la version du PDF de l'intégrale uniquement en anglais, donc voilà, comme j'ai pas pu joindre en Kama avant, j'ai vraiment que la version anglaise là. Avant tout, de ce que j'ai remarqué de ton travail, c'est que bon, clairement tu es inspiré à l'infini par le cinéma, et ça se ressent, et c'est même très agréable. Ouais. Et pour les gens à qui j'ai forcé la lecture de Mouta, tout le monde est raccord sur le fait que c'est très cinématographique. Et au niveau des influences, j'ai remarqué de mon côté, bon, BD, manga, enfin surtout comics US, mais j'ai vu par exemple du Sin City à droite à gauche, du Mignola sur certains plans, et il y a même, enfin, il y a du Batman, en fait, il y a beaucoup de références comics classiques, je trouvais. Et au niveau du cinéma, bon là ça regorge, que ce soit avec John Carpenter ou oui, à fond. La 4e dimension, pareil, le narrateur, enfin c'est des petits détails sympas. Mais du coup, je voulais savoir sur cette planche-là, du coup la planche 50, les 2 pages du haut, les 2 cases pardon du haut. Ouais. Alors la jonction du coup du noir et du blanc, t'as une déjà tout bêtement, mais ta marge, tu fais tout le temps ta marge, ta gouttière pardon, tu la fais tout le temps noire et assez fine, ça dépasse rarement les 3 mm. Ouais. Et est-ce qu'il y a un choix quelconque d'avoir fait une marge noire plutôt qu'une marge classique blanche? Alors tout simplement parce que dans la version originale de Moutafoukaz, quand je l'ai sorti en tomaison, c'était non, peut-être pas sur cette page-là, mais en général c'était tout noir. C'est-à-dire que bon là c'est les pages noir et blanc, donc je m'étais dit ça va faire vraiment trop bouché si je commence à avoir, tu vois, des bords cadres noirs. Par contre, tu vois, dès que par exemple cette planche-là dans les tomaisons, tout était noir autour. Il n'y avait pas de blanc. Ah ok. Donc voilà, c'est que
C'est seulement quand je suis passé à l'intégrale que je me suis dit, c'est pas digeste, c'est vraiment pas digeste, ça fait un pavé noir, et même moi il y avait quelque chose qui me dérangeait, je trouvais que ça rendait le tout un peu trop lourd, et bon, quand c'est trop lourd sur 80 planches ça va, mais quand c'est sur 600 pages... Alors sur du coup les 2 cases du haut, bon alors, quand on recontextualise dans le récit, il y a Lino qui jette une part de pizza Ouais, sur le soldat 50, je sais plus quoi, ou 5. ouais, Mais bon, la gestion, moi j'ai 2 questions, c'est du coup, le soldat, le gros plan sur son visage, un plan serré, oui, avec un fond noir pour marquer moi, dans ce que j'en comprends, c'est pour marquer un ralentissement en fait de l'action. ouais, un temps d'arrêt, moi je voyais ça comme Ouais. ça. Un temps d'arrêt, une pause, et du coup, juste après, les cafards qui envahissent, et du coup, la rupture avec le fond blanc. Est-ce que ça, tu le réfléchis quand tu le fais au storyboard, ou quand tu le fais à ton scénario écrit, ou est-ce que tu le fais à l'instinct au moment de l'ancrage ou au moment de la colo? Je l'ai instinctivement pendant le storyboard. Storyboard. C'est-à-dire que pendant que je fais le storyboard, je sais qu'à ce moment-là, je vais faire une case, tu vois, figée dans le temps. Le fait qu'elle soit comme ça, large, tu vois, il se passe pas grand-chose et l'action est très centrale. Ouais. Intuitivement, le lecteur comprend que le temps s'arrête, quoi, comme s'il y avait une... Tu sais, genre, t'as vraiment le... Surtout, en fait, il faut toujours regarder par rapport aux cases. Ouais. Et là, tu vois, dans la case précédente, il y a quand même cet effet de vitesse, et du coup, ça tranche vachement, tu vois. Là, on sent davantage le temps d'arrêt. Et ensuite, le fait que ce soit fond noir, non, par contre, ça, effectivement, j'y réfléchis pas au storyboard. En fait, c'est quand je fais l'ancrage, et je me dis, tiens, ça marche mieux avec un fond noir, par exemple. Puis l'inverse aurait été très compliqué, parce qu'un fond noir ici, déjà, ça aurait retiré tout le dynamisme, ne serait-ce que de la forme des cafards. Donc, après, effectivement, autant le découpage, il est à l'instinct, pas forcément le choix du fond noir ou du fond blanc, mais dès que je commence à ancrer, ça arrive très vite. Je me dis, bah non, à vrai dire, j'y réfléchis même plus. C'est ça le truc. Ouais. Mais oui, effectivement, c'est ça, quoi. C'est vraiment marquer l'arrêt. Et puis là, t'as presque une quasi-simultanéité. Ça se passe l'instant juste après, tu vois, où ça commence. Ensuite, tu recules ta caméra pour vraiment montrer qu'ils sont assaillis, quoi. Et puis là, du coup, tu reprends des éléments du décor, tu vois. Mais bon, ouais, c'est plus instinctif et au storyboard, en fait. Ok, nickel. Le chapitre 1 et le chapitre 2 de Muta sont relativement classiques. Hein, tu sens quand même qu'il y a une influence, en fait franco-belge, mais je pense que c'est la pression des maisons d'édition chez qui tu as posé ton projet au début, parce que ça se libère petit à petit, notamment à partir du chapitre 3 où tu passes de environ 8 cases par page en fait à 5, 6. Ça se délie tout doucement. Oui. Et en fait, tu sens beaucoup plus ta liberté à partir du chapitre 3, je trouve. Alors après, moi, c'était pas imposé par les maisons d'édition, parce que moi, les maisons d'édition, d'entrée de jeu, elles me disaient non. Donc, ouais. Donc, non, c'était juste, je pense, par exemple, si je reviens sur les premières planches, c'est parce qu'on est vraiment dans des scènes d'exposition qui, pour moi, nécessitent plus de cases, tu vois. Et c'est vrai que dès qu'on rentre dans l'action, effectivement, j'ai un découpage un peu plus comics. Mais en tout cas, c'était pas lié au fait que j'essayais de faire franco-belge ou j'essayais de rentrer dans une maison d'édition. Parce que d'ailleurs, eux, ils me conseillaient de faire entre 10 et 12 cases, tu vois. Et là, bon, ça peut arriver de temps en temps, hein. Celle-là, elle est très chargée, tu vois. Mais c'était juste pas possible. Mais c'est vrai qu'effectivement, dès qu'on rentre dans ce genre de découpage en noir et blanc, déjà pour être un peu plus lisible aussi, c'est vrai qu'il y a moins de cases, et puis effectivement, de temps en temps, je récupère des cases plus tard, hein, tu vois, par exemple là, sur ces pages-là, on est vraiment loin dans la BD. Pour le coup, je m'adapte, mais t'as raison, je pense aussi qu'au tout début de la BD, j'étais peut-être aussi un peu plus scolaire, forcément, c'était mon... Moi, faut savoir, j'ai pas fait d'études dans la BD, en plus, j'étais, effectivement, comme j'ai essuyé pas mal de refus, j'étais peut-être effectivement un peu plus scolaire. Si je commençais l'histoire en partant direct dans tous les sens avec une narration éclatée, potentiellement j'allais paumer des lecteurs, quoi.
Ok. C'est un Ok. peu comme le film, tu sais, dans le film, l'exposition est lente, de manière à ce que les gens ils aient le temps de s'habituer à la gueule des persos, de se dire Ouais. attends c'est quoi l'univers et tout. Parce que si on commence direct tu vois, sur les chapeaux de roue, j'ai peur que ça soit un peu too much, tu vois. Hmm. Donc Ouais. je pense que c'est les deux. Je pense qu'à la fois j'étais peut-être un peu plus scolaire c'est parce que je débutais, et aussi parce que j'avais conscience qu'il fallait installer l'univers de manière entre guillemets presque mainstream, tu vois, de manière à pas trop paumer les lecteurs, quoi. Et ensuite, une fois qu'ils étaient bien habitués à l'univers et tout, on pouvait vraiment les emmener vers autre chose, mais commencer sage, quoi, d'abord. Hmm. Ok. Bah, de toute façon, c'est moi en fait ce que j'en comprenais, c'est que du coup le premier tome de Muta, si je dis pas de bêtises, c'est 2006. Ouais, Et clairement, moi, si j'ai pris Mutafuka, c'est parce que c'est alors, une des premières, si ce n'est la première BD française qui instaure une réelle rupture avec ce qui sortait jusqu'à courant de du coup 2005-2006. Et après, je sais que je le vois au fil des lives que tu as une espèce de syndrome de l'imposteur oui, oui, que oui, je oui. trouve vraiment pas, vraiment pas, Bah, qui en fait il a pas lieu d'être parce que, alors sans juste complimenter pour complimenter, mais le style, en tout cas, le Mutafukaz, l'espèce de mélange BD, comics et manga, c'est un style qui est unique à la France, du moins encore aujourd'hui, qui est unique à l'Europe, depuis en tout cas Mutafukaz. Et je pense qu'avec le label 619, il y a toute une vague d'auteurs qui se sont libérés des structures ou manga, ou comics, ou BD franco-belge pour faire un mix de tout, un petit peu comme tu as fait avec ça. Et c'est pour ça que je l'ai choisi. c'est possible. Après, je pense que ça serait de toute façon arrivé Ouais, à un moment ou à un autre. à un moment ou à un autre, de toute façon. Là, c'est cool, c'est que j'ai l'impression des retours que j'ai des gens d'avoir été le premier en France à amener ça. Alors, ce que je crois volontiers, hein, parce que vu la galère que ça a été pour trouver un éditeur qui accepte de le publier, j'ai très peu de mal à croire qu'effectivement je devais être un des premiers. Néanmoins, dans tous les trucs fanzines, etc., il y avait quand même des choses qui se faisaient qui étaient très perchées, qui s'éloignaient quand même du mainstream. Donc moi, j'ai pas l'impression forcément d'être en rupture avec ce qui se faisait avant. J'ai l'impression quand même d'être dans une espèce de continuité, mais mais ouais, où je me suis amusé à pousser les potards, tout simplement parce que je me sentais pas légitime. Je pense que c'est ça aussi qui a fait que j'ai essayé de combler certaines lacunes que j'avais, hein, clairement, en dessin, etc., par une narration originale, par une rupture graphique, par différentes choses comme ça. Je pense que ça naît aussi d'un manque de légitimité que j'avais au fond de moi, tu vois. Ouais. Ce qui est d'un côté compréhensible, dans le sens où si personne veut de ton projet et que tu es obligé de créer ta maison d'édition, Bah ouais. bon, ça ajoute clairement ça. Bah oui. Et après, c'est vrai que par rapport au label 619, le gros avantage, c'est que Mutafuka a un peu posé les bases, on va dire, de l'esprit. Et puis ensuite, il y a des gens qui se sont retrouvés là-dedans, qui sont venus, hein, tout simplement, qui ont proposé leur projet. Et puis moi, je me suis dit, il faudrait fédérer cette énergie pour vraiment faire une espèce... Parce que chacun de son côté, c'est cool, mais le fait d'être comme ça, en groupe, ça permet vraiment de tracer un sillon beaucoup plus visible, tu vois. Et c'était ça le but du jeu, en vérité, quoi, tu vois. Ben, pour l'instant, en tout cas, c'est plutôt bien réussi, de ce qu'on Ouais, de bah ce que l'on remarque. c'est cool. Alors sur l'intégrale, je note pas cette différence-là, mais à partir du chapitre 3, Ouais. il y a un changement de papier, si je dis pas de bêtises, au niveau de la première impression. Ouais, alors pas dans l'intégrale, mais sur les premières tomaisons, oui, effectivement, j'avais ce luxe de pouvoir changer de papier. Mais pourquoi tu l'as pas gardé? Parce que, enfin, tu vois, quand je pense à Doggy, quand tu prends les Doggy Bags et pour rappeler ce côté anthologie, ce côté un peu pulp, il y a le papier, il y a du c'est Munken Cream, je crois. Ouais, Munken 83. Cream, ouais, qui est un papier super, Super cher. super cher, ouais, Et cher. et qui a une super tenue à l'impression, quoi. Mais, Mm, mm, mm. mais là, sur Mutafuka, sur l'intégrale, je trouvais que ça aurait été. Bon, déjà, moi, au bout d'un moment, le papier couché, tu vois, celui qui est un peu brillant,
Ouais. Vraiment, ça me gavait en fait. C'est-à-dire que déjà, c'est un détail, mais pour le lecteur, c'est un truc qui m'horripile. Ça laisse des traces de doigts. Je supporte pas. Ok. Et je trouvais que le rendu sur papier offset convenait mieux à ce que je faisais en général. Donc c'est vrai que sur les premières tomaisons, on avait une espèce de moite-moite. Donc on avait tout ce qui était en couleur qui était sur du papier couché, et ensuite tout ce qui était noir et blanc, etc. sur un papier mat qui effectivement est le Munken. Et par la suite, quand j'ai pensé à l'intégrale, je me suis dit non, on va pas reprendre ça, déjà ça va être un casse-tête, parce que attention, c'est un vrai casse-tête ce truc. C'est-à-dire que ouais, je peux bien le croire, oui. tu vois, c'est par feuillet de 16 pages. Donc t'es obligé, c'est ta fabrication qui t'impose ta narration, tu vois. Oui, bah, clairement. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait des moments où je me retrouvais dans un cas de figure où je disais ah putain merde, il me manque au moins 2 pages pour vraiment que ce soit compréhensible, mais le cahier de 16 il commence là maintenant. Ouais. Donc je pouvais pas les faire ces 2 pages. Donc du coup ça a influencé trop ma narration, et à cause de ça il y a des ellipses que j'ai pu faire qu'avec le recul je trouvais pas forcément heureuses, etc. Donc à la fois c'était agréable pour justement pour l'objet graphique et pour la rupture de style, etc. Par contre pour la narration c'était pas toujours au top. Du coup quand je suis passé à l'intégrale et qu'on a décidé tu vois, de le faire en papier offset, ça m'a complètement libéré. Je me suis dit c'est cool, je vais enfin pouvoir mettre les planches que j'estimais manquantes lors des tomaisons, quoi, tu vois. Ouais. Là pour le coup c'est vraiment un détail technique. Bah ok, ouais, surtout ce que je me disais, c'est que en tout cas là les pages, nous, si on les a dans un format qui est relativement proche d'un format comics, elles sont imprimées en planche du coup double techniquement, enfin niveau détail. Oui. Et ça veut dire qu'il faut avoir une réponse de l'autre côté, ça doit être un bordel pas possible. Non mais carrément. Et en plus moi je suis psychopathe avec ça, quelle page est à gauche, quelle page est à droite. D'ailleurs le PDF là rend pas honneur à ça parce que tu vois il n'y a qu'une page qui est affichée. Ouais. Mais c'est vrai que de toute façon quand tu fais de la BD il faut toujours réfléchir en double page de manière à savoir où tu te situes. Moi je sais qu'en général les money shots je les mets sur les pages de droite toujours. Ouais, bah bien sûr, c'est le plus logique en tout cas à faire. C'est ça quoi. Si tu prends juste une page en fait pour une page sans prendre ce qu'il y a de l'autre côté, et c'est ce qui m'embêtait d'ailleurs de prendre une page de gauche parce qu'on n'a pas ce qu'il y a derrière pour même pour une remise en fait en question et enfin tu vois la page d'avant, si on prend les 2 pages d'avant, il y a, alors ça reste relativement classique sur la page de droite, la page 49. Au niveau de la structure, hein, je parle. Oui. Mais au niveau de la découpe de la page 48, tu vois, c'est déjà beaucoup plus limé, beaucoup plus dynamique. Et quand le mec, du coup, quand le soldat rentre dans la pièce, tout redevient carré, en fait, tout redevient très pesant. Et en fait, ça rentre en compte, en tout cas de ce que moi j'en déduis, c'est que tout rentre en compte pour rajouter cette atmosphère très. Enfin, Lino, il est petit, il est agile, alors que. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Bon. C'est ça en fait, à partir du moment où le mec rentre, on revient dans une lourdeur, quoi. Là tu vois le mec il virevolte, ça, tu vois, ça canarde dans tous les sens, tu sens que l'autre c'est un petit moucheron, quoi, tu vois. Clairement. Ensuite effectivement à partir du moment où le rhinocéros il rentre dans la pièce, tu reviens dans une espèce de lourdeur et tout, mais ça encore une fois c'est parce que tu m'en parles là maintenant et qu'effectivement je me dis oui c'est pour ça que j'ai choisi ce cadrage là, mais sur le moment c'est instinctif, tu vois, c'est pas, je l'ai pas conceptualisé, si tu veux. Ouais, c'est clair. Moi, je pense que c'est ce que je te disais tout à l'heure quand je parle de suranalyse, c'est constamment en fait, comme je suis obligé d'analyser toutes les cases de toutes les pages, de tout prendre en compte. Bien sûr. Forcément, moi je suis Mais t'as raison, parce que de toute façon, si je l'ai fait comme ça, c'est parce que j'ai considéré qu'à un moment donné ça marchait bien, tu vois. Donc forcément, même si le choix est pas conscient, il y a quand même un choix qui est fait, tu vois. Donc effectivement, t'as visé juste dans ton analyse, c'est ça. Ça me rappelle Doggy Bags 1 où à un moment donné, ça c'est marrant parce que les critiques BD c'est fou, hein. Je trouve qu'il n'y a pas de critique BD en vérité. Les mecs, ils te résument ce qu'ils ont lu. Ils te résument pas ce qu'ils ont compris déjà. Ils résument ce qu'ils ont lu. Et il n'y a aucune analyse de rien, de découpage ou quoi que ce soit. Donc, dans Doggy Bags 1, par exemple, personne s'est rendu compte que
quand on était du côté du flic, on avait une vision de prédateur en mode horizontal, et quand on était du côté du fugitif, on avait un découpage en mode vertical, où le mec il a aucun avenir, aucun horizon, tu vois. Et ensuite, c'est quand les deux se rendent compte que tu rentres dans un pêle-mêle. Ça, par contre, c'était conscient quand je l'ai fait. Et je trouve ça marrant que toi, tu vois, t'es étudiant fraîchement débarqué du truc et tout, tu cherches à comprendre et analyser ce que tu vois et ce que tu lis, et que j'en vois. Peut-être ça existe, hein, mais j'en ai jamais vu, en tout cas dans les critiques BD que j'ai lues, quoi. Si bien que je les lis plus, moi, maintenant. Bah, en fait, c'est surtout que le peu de critiques BD qu'il y a, où ça se concentre sur le dessin, où ça se concentre sur le récit. Mais ça prend, comme tu l'as dit, ça prend très très rarement. Je suis même pas sûr de l'avoir lu autre que des théoriciens de la bande dessinée parler de mise en page, alors que, tu vois, là, si on prend tout cet arc-là en noir et blanc, dans le chapitre 3, le fait que t'es le noir et blanc pour marquer une rupture, le changement de papier, qui n'est pas dans l'intégrale, mais si on le prend dans ta gestion, pour montrer qu'il y a une rupture et qu'ils sont dans la merde et que c'est maintenant que l'histoire commence, plus le fait que tes onomatopées soient les onomatopées sont aiguës, elles ont un dynamisme dans l'arc, dans la courbure, et surtout le rouge qui rappelle constamment un élément en rapport avec du coup les soldats. Tu vois, quand Lino prend l'arme sur la page d'après, du coup sur la page 52, quand t'as le pistolet avec la lame en dessous, voilà, c'est nickel. Le fait que tu vois la petite traînée qui laisse derrière, elle soit faite avec un bord rouge, que derrière toute la bulle, tu vois, qui dit flashbang, elle est sur un fond rouge, que les ennemis parlent en rouge, que les onomatopées des armes des ennemis soient rouges, que en fait toutes les... Je sais pas si tu l'as fait, du coup ça c'est la suite de ma question, mais si tu le construis instinctivement ou si tu le construis sciemment, de façon à ce que tu t'es dit le rouge, ce sera pour montrer qu'il y a une... même si ça, le lecteur, quand il le lit, il n'est pas censé se réfléchir à oui, bien sûr. Mais est-ce que tu l'as sciemment pris en compte au moment de la réalisation, l'inclusion du rouge, du moins? Ou est-ce que ça s'est venu, encore une fois Non, là, c'était vraiment pris en compte. C'était vraiment pris en compte au moment de la réalisation des planches. Mais de la même façon, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est tellement digéré que c'est même plus vraiment conscientisé. C'est-à-dire que, oui, je sais que tout ce qui est rapport à ma section Z7 et à la violence, ça va être en rouge. Mais je dirais, pour moi, c'est vraiment super basique. Donc du coup, moi j'ai toujours considéré que la couleur, c'est un élément essentiel de ta narration aussi. Donc forcément, à partir du moment où je me dis, là, à partir de maintenant, je joue en 4 couleurs, je suis obligé de l'inclure directement dans ce que je raconte, quoi, tu vois. Okay. Donc oui, c'est à la fois c'est conscient, mais c'est aussi beaucoup d'instinct, tu vois. De toute façon, après ça, c'est l'inclusion du rouge, c'est quand même quelque chose de très logique, hein, pour rappeler en fait, pour juste savoir qui fait quoi. Tu le fais souvent d'ailleurs avec les bulles de Lino et de Vince, où certaines bulles, je sais plus sur quelle page, mais les bulles de Lino sont noires avec un texte jaune, les bulles de Vince sont blanches avec un fond noir, enfin un texte noir, juste pour savoir de qui on parle, mais du coup ça c'est très 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 logique. Ouais, voilà, et puis c'est vrai que ça, dans ma tête quand je faisais ça, je me disais, waouh, c'est pas très conventionnel de faire ça, mais tant pis, je le fais parce que par facilité, et puis au final ça crée aussi une écriture différente, tu vois. Donc là je sais que récemment j'ai dû le faire dans mon Taf Arc 2, où étrangement, tu vois, moi-même je me mettais la pression de me dire, ah non, faut pas que je fasse ça, c'est trop facile, puis je me dis, bah non, mais vas-y, fais-le aussi, on s'en fout, le principal c'est que les gens comprennent, qu'ils parlent à ce moment T, et puis basta, quoi. Donc je l'ai refait là dans mon Taf Arc 2, alors que je m'empêchais de le refaire, tu vois. Puis moi, clairement, quand je suis allé voir les maisons d'édition, les mecs m'ont dit non, les bulles noires, non. Oui. Et tu vois, j'ai dit mais non, mais c'est parce qu'il pense, quand il parlera, il aura les bulles blanches. Ah ouais, mais même, les pensées, c'était avec des petits points, tu vois. Et moi, au début, dans les premières pages de Moon of Kaz, tu vois, quand Angelino pense, tu vois, c'est des bulles un peu, c'est des bulles comme ça, tu vois. Oui. Et ben ça, pour le mec, c'était un no-go direct. Il m'a dit non, ça, c'est non. Donc il fallait que je fasse des bulles de pensée avec, tu sais, les petits ronds là. Les petites bulles. À la franco-belge, ou alors des didascalies. C'est vrai que des didascalies, ça aurait pu marcher aussi. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, je ferais peut-être des didascalies, quoi.
ça pour dire qu'effectivement, ça confortait le fait qu'après, je me disais, quand je faisais la BD et que j'avais les portes ouvertes de la maison d'édition, je me disais à chaque fois, ouais, mais ça, c'est pas bon. Vu que quelqu'un du métier m'avait dit que c'était pas bon. Donc ça vient de là aussi des fois mes incertitudes, mes doutes, c'est que des fois je dis bah oui certes j'ai créé une forme, j'ai fait ma propre écriture à l'instinct, mais pour des vrais, c'est pas bon, tu vois. Ouais. Sauf que maintenant, avec le recul, quand je les vois, certaines de leurs BD de merde, là, récemment j'ai revu le truc Glénat avec Fournier, je dis mais putain les gars c'est vous qui êtes à côté de vos pompes. Donc pour ça, de temps en temps, je retrouve un petit peu, je vais dire, d'amour-propre, un peu d'ego, tu vois. Mais c'est vrai que, tu sais, quand tu fais ta BD tout seul, et que tous les éditeurs que tu as croisés t'ont dit non pour telle raison, et que tu le fais quand même, alors certes, tu es content de pouvoir le faire quand même, mais tu te dis toujours au fond de toi, ça se trouve, je suis en train de faire un truc qui est techniquement et objectivement pas bon, tu vois. Bah, c'est super dur d'avoir du recul, du coup, là-dessus. Bah ouais. La page 94, du coup la case du haut, tu vois, c'est un plan très cinématographique, même les 3 cases qu'il y a en 95 avec Crocodile, je crois qu'il s'appelle, sont très très cinématographiques, mais tu refais une séparation visuelle avec ce qui se passe avant, et même c'est quelque chose qui viendra un petit peu plus tard d'ailleurs dans la BD, un nouveau style graphique, en tout cas que tu mets, avec cette pluie qui est très très dynamique. C'est des couleurs qui sont beaucoup plus ternes, tout est beaucoup plus cinéma. Je suppose que c'est voulu, mais est-ce que comment tu l'articules ça? Ouais, après tu sais des fois c'est aussi alors oui j'avais la volonté de faire quelque chose de cinématographique et de faire vraiment une course-poursuite. D'ailleurs c'est le début du tome 2 hein, donc tu vois je voulais vraiment faire tu vois cette intro elle est très entre guillemets ciné tu vois. Et puis les couleurs, là pour le coup les couleurs un peu plus ternes, bah ouais c'était pour marquer quand même ce côté, tu vois, pluie et puis garder quand même une forme de lisibilité. Donc si tu commences à mettre des couleurs partout, les palmiers en vert, le ciel et tout, enfin pour que la lecture reste fluide, tu vois c'est quand même course-poursuite, faut que ça aille vite, faut que ton œil aille vite. Et du coup, ouais j'ai choisi une palette colorée, bon un peu désaturée déjà pour éviter, tu sais des fois t'as des couleurs qui se répondent mal, je trouve. Tu sais, par exemple, tu vas mettre un violet, un vert et tout. Ça peut être beau à l'œil, tu vois, mais dans une lisibilité, dans une lecture rapide, c'est juste l'enfer. Tu sais pas où regarder, quoi. Donc, il y avait ce truc-là qui était complètement conscient. Même les phares qui sont sur la voiture, tu as la voiture noire, les phares qui suivent complètement le mouvement. Alors ça c'est vraiment ça j'ai pompé ça à 4 sur Automon. Ouais, mais c'est pas bien. Là, en tout cas, ça s'articule bien. Oui, ça marche bien. Ouais, ça marche bien pour recréer. Mais même moi, des fois, je suis surpris de me dire ah ouais, tiens, j'avais fait ça, c'était pas mal quand même et tout. Page 103, si tu peux mettre le moment où Crocodile est en train de se préparer. Ouais. Alors là, par contre, moi, j'ai une théorie qui est partie très très loin et je suis sûr qu'elle est fausse. Vas-y. Mais le fait qu'il y ait une jonction case rouge, case grise, case rouge, case grise, moi, mais là je pense que je suis dans la suranalyse, je pense que c'est parce que un petit peu plus tard dans le récit, Crocodile va devenir complètement psycho. Ouais. Et le rouge, ça va symboliser les moments où il devient parano. Si, même c'est ça. Alors c'est ça, c'est-à-dire que en fait, basiquement, dans un film, on verrait que ça passe du rouge au noir parce que t'as l'enseigne lumineuse qui clignote, tu vois. Ouais. Mais narrativement, ça raconte qu'il commence à y avoir une espèce de dissociation. Tu vois, il est en train de tomber dans son dédoublement de personnalité, tu vois. Ok. Donc effectivement, ton analyse est bonne, quoi, tu vois. C'est à la fois esthétique, dans le sens où tu as cette enseigne lumineuse qu'on imagine qui clignote et que ça se ressent dans la chambre, mais à la fois, narrativement, ça explique aussi que là, il est en train de basculer et qu'il est en train de se dédoubler, quoi. Enfin, qu'il est en train de faire son dédoublement de personnalité. Ok, parce que ça se passe quand même relativement... le moment où tu comprends qu'il a pété un câble dans l'hôpital, c'est quand même... Il y a bien 300 pages plus loin, tu vois. Ouais. Effectivement, mais là, là, il commence à partir en couille tout seul, là. Bah du coup, je suis content d'avoir
trouvé, d'avoir bien, puisque je pensais vraiment que comme ça se passait beaucoup plus loin, tu avais fait ça juste dans un choix graphique ou dans une référence à un film. Il y a Mais toujours il y a toujours le. Alors je vais te dire un truc. Chez moi, il y a toujours le choix graphique qui prévaut, mais je le ferai. Par contre, si ça raconte rien, je le fais pas. Tu vois? ça m'intéresse. Ok, ça je le note beaucoup. Tu vois, donc si ça racontait rien de plus, je l'aurais pas fait, je pense. J'aurais peut-être même pas pensé en fait. Si on passe à la double page 110-111, c'est quand les Russes attaquent Hitler, enfin l'URSS, vraiment. Ouais. Alors là, il y a quelque chose que je comprends pas. Le tapis, non? Non, ça, il n'y a pas de souci. T'aimerais un tapis comme ça chez toi ou pas? Dans un barbecue, peut-être. Moi, dans mon genre, je suis pas sûr. Non, mais je veux dire, là, tu vois, c'est un plan clairement aussi. Alors là, moi, c'est ce que j'appelle un plan Mignola. C'est un plan où tu remets en contexte quelque chose. Ouais. Ça se voit au niveau des couleurs, même au niveau de la mise en page qui est restructurée, qui est beaucoup plus carrée par rapport à ce qui se passait avant. Pourquoi t'as pas fait. Parce que là, du coup, ta marge de blanc, Ouais. donc, je pense que ça va être la même chose que tout à l'heure, mais elle passe de 0,5 mm à 0,1. Pourquoi pas avoir mis toute la double page en noir en fait? Elle y était avant. Avant, elle y était, ouais. Ouais. Avant, elle y était, et puis là, je t'avoue qu'effectivement, ça a peut-être été du travail rapide là pour le coup. Parce que comme c'est moi qui me recognais toutes les 600 pages, c'est vrai que normalement, il aurait fallu que je réduise aussi, tu vois, les intercases horizontales, mais ça aurait été un boulot trop de taré. Ah oui, Et c'est vrai que ces pages-là auraient pu passer effectivement en noir. Vu qu'en plus c'est un flashback, ça aurait peut-être été même judicieux. Néanmoins, à mon avis, me connaissant, j'ai pas la mémoire de ça, mais j'ai dû essayer et me dire ouais non, la coupure est trop nette, tu vois. Ouais. Peut-être, hein, je sais pas. Ouais, t'as raison, en noir ça aurait peut-être été plus judicieux. Bah alors après, loin de moi l'idée de t'apprendre ton métier. Ah non, mais en plus, tu sais, des dans erreurs. mon analyse, en tout cas, je me suis demandé pourquoi c'était pas fond noir, sachant que tu le fais plus loin en fait. Donc, Ouais, j'aurais pu. D'ailleurs, à la réimpression, ça se trouve, je le remettrai en noir. Mais dans le chat, quelqu'un qui dit ça me rappelle complètement la scène de préparation de Terminator 1. Tu vois, le motel. Ouais. Je sais pas si. Enfin, non, je pensais pas la scène de Terminator 1, mais à un moment donné, on est tellement baigné dans des références culturelles qu'on ignore finalement qu'on a en nous, que ça se trouve, il faudrait que je remate la scène en question, mais ça se trouve, inconsciemment, c'était. J'ai cherché à reproduire une scène de Terminator 1 sans forcément m'en rendre compte. Quand je dis que c'est instinctif, c'est pas forcément ex nihilo. Hein. Ça se trouve, effectivement, c'est une réminiscence d'une scène que j'ai vue quelque part dans un film qui m'a plu, que j'ai pas forcément ni analysé ni conscientisé, et puis ça me revient parce que je sens qu'intuitivement ça marcherait pour cette scène-là, quoi. Ouais. Tu vois. Donc ça, c'est un truc que je pense aussi qu'il faut jamais perdre de vue, c'est nos inspirations inconscientes, tu vois. Bah, de toute façon, c'est même dans la peur de beaucoup de gens. Moi, je sais que j'ai très peur de ça, dans le sens où le plagiat involontaire, tu sais, où tu te dis, tu fais un croquis, tu dis c'est pas mal, tu le poursuis, en fait quelqu'un l'a déjà fait avant toi, sans que tu le fasses exprès. Ouais. Un petit peu problématique. Ça, c'est très difficile, mais il faut faire abstraction de ça. Je veux dire, pour moi, à partir du moment où le plagiat n'est pas volontaire, mais il faut vraiment être honnête avec soi-même, quoi. Mais si ça sort de ta tête et que tu te rends compte que merde, il y a quelqu'un qui l'a fait avant, et des fois mieux, hein, d'ailleurs, ça arrive très souvent. Bah, à partir du moment où t'es pas allé le pomper, pour moi, c'est pas du plagiat, quoi. Donc, par contre, moi, je me suis déjà empêché de faire des choses. Par exemple, je sais que sur Mutafukaz, le tome 2, alors si tu parles en termes de chapitres, je saurais pu te dire, mais quand il combat, on y arrive juste après, justement, les ninjas. Ouais. À la base, cette scène-là devait être en noir et blanc et jaune. Et Angelino devait avoir la tenue de Enter the Dragon, là, tu vois. Mais comme c'était l'année de sortie de Kill Bill, je me suis dit tout le monde va me faire chier avec Kill Bill. Et j'étais en train de le faire. D'ailleurs, tu pourras retrouver sur le site Mutafukaz, il y a des vieilles vidéos que j'avais faites à l'époque, des vieilles animations où tu vois Angelino en tenue jaune et noire.
qui sont vraiment avant Kill Bill. Hein. Pour moi, la référence, c'était Oui, vraiment Bruce Lee. ton Blackhead aussi. Voilà. Mais au début, je voulais l'habiller comme ça. Ok. Donc cette partie-là, normalement, aurait dû être noir et blanc et jaune. Moi, de toute façon, le tome 2, c'est celui que je considère comme le plus intéressant au niveau de la liberté. Ah ouais? Bah, en fait, j'ai l'impression. Mais après, je pense que c'est parce que c'est celui qui fait une rupture la plus rapide avec le tome 1. Et en fait, je pense que c'est pour ça. Mais tu vois, quand on prend du coup le moment où il y a du sabre partout, il y a en haut, attention, ces planches sont publiées dans leur sens de lecture originale, vous êtes donc ici au début. Enfin, tu vois, ça, c'est des petits éléments que tu mets très souvent, Oui. des petits trucs un peu cachés, et ça marche très très bien, hein, pour le coup, c'est vraiment bien. Et là, du coup, quand je vois tout l'arc dans Little Tokyo, la structure est construite comme un manga, le style de dessin s'adapte à un manga, Ouais. la taille des cases s'adapte à un manga, et même les onomatopées qui ont été mises en japonais. Bien joué, déjà. Ouais, alors tu vois, ça aujourd'hui je le ferai plus. C'est bizarre, hein. Ok. Mais je pense que dans la motivation, dans la fougue de la jeunesse, j'avais envie de faire ça pour rendre hommage au manga, hein, parce que c'est vrai que au final, je lisais plus de mangas que de comics en vérité. Ouais. Et encore aujourd'hui, hein, je lis quasi plus de comics, à part les classiques que j'ai lus, mais sinon, voilà, je lis beaucoup plus de mangas quand je peux. Du coup, ouais, là, c'était juste une manière de rendre hommage au manga. Et puis justement, encore une fois, ça s'y prêtait par rapport au fait qu'on était à Little Tokyo. D'ailleurs, le titre fait référence directement à Big Trouble in Little China, qui est Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. Donc c'est et d'ailleurs il y a un des personnages qui sort, lui là, il sort directement du film Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. Et voilà, mais c'est bizarre, c'est qu'avec le temps, j'aurai un peu plus de scrupules à faire des ruptures aussi énormes, tu vois. Pourtant, tu vois, moi, de ce que j'en vois, l'essence même de ton travail, en tout cas, alors sur Mutafukas, je parle, c'est ces ruptures qui sont constantes, en fait. Enfin, il y en a tout le temps, partout, et moi, je trouve ça génial. C'est un point de vue. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout parce que ça les sort totalement. Ouais. Mais tu vois, les pages 46 et 47, où là, tu as toute une double page qui se suit en bande, que ce soit pour le dynamisme, et même, c'est très mal, parce que ce genre de truc, tu peux pas le faire dans ton récit classique parce que ça ferait tâche un petit peu. Ouais, c'est ça. Avec ce qui s'est passé avant. Donc là, comme on est dans une ambiance manga, ça marche très bien. Voilà, mais en même temps, personnellement, je vois vraiment pas ce qu'il aurait pu faire d'autre que pour mettre un dynamisme et une pression en même temps, en fait. Je sais pas comment tu aurais pu faire autrement. Bah, dans un découpage plus classique, ça aurait été très difficile. C'est pour ça que je pensais que c'était le bon moment, mais en même temps, dans un découpage plus classique, j'aurais été moins... la baston se serait faite sur 2-3 pages, et puis c'était tout, on passait à autre chose, tu vois. Ouais. Là, c'est aussi le fait, ce luxe de pouvoir passer en narration manga qui permet de... Enfin, manga entre guillemets, hein, parce qu'attention, les mangas... Mais en tout cas, le style manga, on va dire, me permettait de faire des choses que, comme tu dis, j'aurais pas pu faire... T'imagines tout le récit comme ça, c'est pas possible, tu vois. Ouais, ça fait mal à la tête après. Ouais, je pense. Donc là, j'ai eu cette opportunité de le faire, et puis je me suis... entre guillemets amusé dessus, mais encore une fois c'est aussi beaucoup pour combler des lacunes de dessin. Ça c'est un truc aussi qu'il faut vraiment pas mettre, qu'il faut pas négliger, parce que je crois que c'est un de mes moteurs principaux, hein. C'est la lacune de dessin qui m'a fait trouver des subterfuges pour rendre la BD intéressante, parce que sinon je trouvais qu'elle n'était pas intéressante si elle reposait uniquement sur mes dessins et mon scénario. Ouais. Bah après, c'est aussi pour ça que j'ai pris Muta, c'est que, comme je te disais tout à l'heure, si on prend en compte que le dessin, le récit, ça devient très vite monotone, alors sans méchanceté, dans le sens où ça devient ça devient du comics en fait. Oui, puis c'est déjà vu, c'est déjà fait, tu dis bon, ouais, quoi de neuf sous le soleil, quoi. Là, c'était une manière un petit peu de combler des lacunes de dessin par une narration un peu différente. Mais de toute façon, même après ton dessin, à partir du tome 4, ou du tome 3, en fait, le dessin évolue constamment, au point où au tome 5,
c'est vraiment, vraiment bien. Et après, je trouve en tout cas que la façon que tu as à faire les mains ou les bras, ça marche très bien avec ton style et c'est juste adapter en fait tes lacunes à ton style de dessin. Oui, ouais, c'est ça, ouais. Si on revient sur la page, si on va sur la page 179, Ouais. l'arc avec Luna. Alors les couleurs du coup sont de Bicargo. Ouais, là j'avais demandé à Bicargo s'il était chaud pour faire des trucs en aquarelle. Alors du coup, moi, dans mon analyse, le fait d'avoir mis de l'aquarelle, je trouve que ça apporte ce côté pesant du désert, le côté très lourd. Mais est-ce que c'était un autre choix? Est-ce que c'était juste un délire? Ou est-ce que tu vois que tu l'as fait sciemment en fait? Bah ouais, non, ça je l'ai fait sciemment, d'autant plus que j'ai demandé à quelqu'un d'autre de faire les couleurs, donc je savais quel rendu je voulais. Et lourd, quand tu veux dire lourd, tu veux dire en termes de chaleur? Ouais, en termes de chaleur. Oui, moi c'est ce que je voulais, c'est-à-dire que la chaleur est tellement présente que c'est presque vaporeux, quoi, tu vois. Il y a quelque chose de l'ordre de... Tu vois, t'as une ambiance un peu finalement assez éthérée qui est propre au désert, je trouve. D'une certaine manière, le fait qu'il n'y ait pas de contours, ou des contours différents, en tout cas, c'est pas des contours ancrés, tu vois, ça permettait de... Angelino, il est un peu comme dans une bulle, quoi, un petit peu comme dans une espèce de coton. Il touche plus vraiment, il est plus vraiment dans la réalité, je trouve, à partir du moment où il est avec Luna, tu vois. Et d'ailleurs, tu verras que dès qu'on dès qu'on sait que c'est une extraterrestre, on revient dans la réalité, on revient avec des contours noirs tout de suite. Je veux dire, à partir du moment où il la voit, on revient dans du concret. Là. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça très malin. D'autant plus que pour montrer que Lino est clairement dans son délire, là, les bulles de Lino sont toutes rouges, un petit peu vaporeuses. Alors après, c'est aussi parce qu'il est dans ses pensées en même temps, mais contrairement aux bulles de Vince ou Luna qui sont rondes, blanches, classiques. Oui, là c'était vraiment pour marquer le fait qu'il était dans ses pensées. Ouais. Et rouge, c'est un choix esthétique, parce qu'en vérité, si j'avais vraiment voulu être cohérent, je les aurais faites noires. Mais comme j'avais abandonné toute idée de noir, justement, pour donner ce côté un peu vaporeux, en noir, ça aurait niqué l'effet, quoi. Donc j'ai choisi un rouge qui rappelle, qui rappelle un peu ce côté diner des années 50, etc., quoi. Ça marche bien. Sur la page 181, où on a le petit tête-à-tête entre Eminem, Lino et Luna. Ouais. Alors ça, il va falloir que tu m'expliques, parce que moi, je pense que c'est juste une question de manque de place, ou je sais pas. Mais est-ce qu'il y a une raison voulue? Pourquoi en fait En fait, les deux, disons que je pense que il faudrait que je me remette dans le contexte, mais je pense qu'à ce moment-là, c'était aussi une question de temps. Ouais. Et que je trouvais que ce qui pouvait fonctionner, comme j'avais déjà posé le décor, etc., et que c'était vraiment des personnages qui se répondent en tac au tac, je me suis dit, ça peut être pas mal pour le lecteur qu'il lise juste un dial, tu vois, on oublie presque où on est, et juste avant ce retour à la réalité qui est... tu vois, qui est vraiment que lui il prend comme un coup de poing dans la gueule, quoi. Donc c'était une manière aussi de suspendre un peu le temps, l'espace, et puis je pense que effectivement ça aurait été compliqué de enfin, je voyais pas l'intérêt dans ce dialogue-là en particulier de remettre à chaque fois le décor et de changer la caméra. Donc, je me suis dit vas-y, je tente ce truc-là. Je me souviens qu'il y avait un problème à la fois de place et de temps. C'est-à-dire que je sais que pour que la BD se termine bien, j'avais juste une page dispo pour ce dial. Donc soit je coupais complètement le dialogue et je trouvais autre chose, soit je le tronquais, ou soit je trouvais une solution, on va dire, graphique, quoi. Ouais. Okay. Et comme ça précédait cette révélation, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas mal de suspendre comme ça l'espace et le temps. Non, ça marche bien, puisque comme du coup, juste après, t'as le retour à la réalité, ça marque encore plus. Donc, c'est... Ok, je me questionnais juste là-dessus. Ouais. C'est d'ailleurs pas une page très réussie, hein, on peut le dire. Non, mais c'est marrant, comme il y a Eminem, et qu'après, il arrive avec son masque Slim Shady avec la tronçonneuse, comme le dit Nelson dans le chat.
Mais non, ça marche bien, c'est cool. Euh, Page 227, du coup, alors là, je comprends pas pourquoi. Ouais, Mais alors déjà, donc le papier, tu sais, t'as mis un filtre sale. un petit peu sali, un petit peu archive. Ouais, Et bah, si on prend ce qui se passe avant, donc on a une structure qui est encadrée, sauf exception. ouais, Mais là, Lino et Vince, ils sont vraiment enfermés entre quatre murs, littéralement, et ouais. tu mets une rupture en enlevant totalement les cases pour quand ils sont enfermés, sauf à la fin, la dernière, mais il y a une raison à ça, ou est-ce que tu l'as fait juste pour casser et faire une contradiction? Non, si, effectivement, si j'avais voulu être cohérent, j'aurais vraiment fait les cases cerclées pour montrer vraiment qu'ils sont enfermés et qu'il n'y a pas d'issue, etc. Ça, Ouais, c'est sûr. Donc là, en termes purement narratifs, euh, c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon, c'est pas optimal. Par contre, je crois que c'était un moment où j'avais vraiment pas envie de faire ça. ouais. Tu sais, j'avais vraiment pas envie de. Déjà, ça me faisait chier la cellule, je l'avais pas forcément designée, tu vois. Alors, tu vois, c'est juste un cube, tu vois. Hmm. Et je trouvais que ces pages-là étaient vraiment pas intéressantes. Et du coup, je me suis dit, il faut que je les rende intéressantes un minimum, et moi-même à dessiner, parce que sinon, ah, Tu c'est vraiment. C'est ça qui est difficile avec la BD par rapport à l'illustration, c'est que dans la BD, parfois, tu es obligé de dessiner des trucs que tu pas envie de dessiner du tout. Ouais. Tu sais, quand tu dois dessiner, comme j'ai pu faire dans l'Arc 2, une réunion entre scientifiques, putain, mais non! Tu dis non, j'ai pas envie de dessiner ça, mais le problème, c'est que si tu dessines que ce que tu as envie de dessiner, bah, c'est plus ta BD, tu vois, c'est compliqué. Il faut complètement abandonner, je pense, toute tentative de narration ou d'histoire. Tu es obligé de passer par des trucs que tu vraiment pas envie de dessiner. Après, il y a des gens qui aiment tout dessiner, hein, mais moi, c'est pas mon cas. Et c'est Ouais. vrai que là, les dessiner dans une cellule cubique, j'ai, j'y prenais aucun plaisir. Donc le plaisir que j'y ai trouvé, c'est justement d'éclater un peu les bulles et puis de faire une écriture parfois un peu rapide, tu vois, parce que je Ouais. pensais que c'était pas la peine de s'apesantir sur le décor et sur le cadrage, etc. Tu vois. Ok. Mais là, on pourrait considérer que c'est gratuit, là, pour le coup. Bah après, moi, j'ai trouvé en tout cas que comme c'est la seule page où ça fait ça pleinement, que ça marquait bah, l'opposé de ce qu'ils étaient et ça renforçait le côté où Lino est en train de péter un câble. Page 246, alors ça, on peut passer vite dessus en vrai, là que je vois le temps. Mais c'est juste la dernière case où à la Mortal Kombat, où tu as le crâne qui s'explose. Ouais, Ça a fait une très très bonne rupture. Mais tu l'as. Alors, moi, je pense que ce genre de truc, tu le fais assez souvent. Comme à un moment, il y a un mec qui est gelé et on lui tire une balle dans la tête, la case devient entièrement blanche. ouais, Euh, c'est juste pour renforcer En fait, c'est à chaque fois, j'ai l'impression que quand tu veux mettre des coups qu'on ressent violents ou un meurtre qu'on va ressentir plus violent, ouais. pour éviter la monotonie du simple, bah, il est coupé en deux, il est mort, voilà. Pour renforcer ça, est-ce que du coup, tous ces éléments graphiques que tu mets au long de la BD, ça sert à mettre une rupture avec ça? Oui, parce que si sur cette case-là, tu mets le décor, le machin et tout, d'un coup, tout est moins violent, je trouve. Ouais, Tu carrément. sais, là, il y a vraiment, c'est très brutal, c'est très rapide. En plus, ce petit gimmick-là, je crois que j'avais piqué à Blacky, parce que à l'époque, on travaillait sur le trailer du tome 0, je crois, où on avait travaillé dessus. Enfin, je sais plus la chronologie exacte, mais il avait fait quelques croquis, puis des fois, il avait quand même fait cette espèce de rayon X dans les coups. Mhm. Et je sais plus qui l'avait fait en premier, mais je crois que c'était Blacky qui l'avait fait en premier. Ok, Et je trouvais ça très cool et je me suis dit, ouais, là, on sent vraiment que c'est très, très, très violent, quoi. ok. Ouais, moi je le voyais comme une référence à Mortal Kombat, du coup, mais Ben non, en tout cas, elle était pas. Non, alors peut-être que elle était pas Blacky bonne. c'était une référence à Mortal Kombat et que moi j'ai piqué l'idée à Blacky, mais c'est vrai qu'à l'époque il n'y avait pas non plus le jeu de sniper là qui Je reprend comprends. un peu le même délire. Hein, tu sais, t'as une espèce Ah, de oui, rayon oui, X oui, ouais, au ralenti. ouais, Je trouve ça extrêmement violent aussi. Donc ouais, c'est l'idée de renforcer de toute façon la violence. Hein.
Ok. Alors, page 283. Ah tiens, alors je me suis dit, tiens, il me parle pas de ce genre de délire, j'ai rajouté parce que je suis retombé dessus, tu vois. Le petit truc. Ouais, ouais, ça c'est des petits délires que j'aimais Je bien sais, ouais. mettre, parce que je trouvais que parfois j'ai ce recul de me dire, ça fait très jeu vidéo quand même ce qui vient de se passer, tu vois. Bah, ouais, mais du coup, comme t'as mis le succès à côté, je supposais que c'était voulu et moi, ça m'a renforcé dans l'idée Mortal Kombat, du coup. Ah oui, oui, effectivement, ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Du coup, ouais, 283. Là, il n'y a plus aucune case. Tout est très confondu. Ça fait presque tu sais, les trucs, les chargements de GTA où tu as juste des plans. Ça, d'ailleurs, c'est quelque chose que tu refais assez souvent. Je sais pas si je l'ai noté là-dedans. Mais où tu mets juste des plans. Et là, ils sont fondus un petit peu. Il y a une raison. Bah, c'est pareil, je pense que dans la narration, j'avais envie de me rapprocher de quelque chose d'un peu plus hip-hop, on va dire. Ok. Tu vois, me rapprocher d'une écriture un peu plus proche du graphe, etc. Donc, ouais, j'ai essayé de déstructurer les cases, toujours aussi dans un délire de tester, hein, c'est-à-dire à la fois d'essayer de me réinventer, de me renouveler, mais aussi de tester de nouvelles choses euh, qui pourraient se prêter éventuellement à ce qu'on est en train de voir, quoi. Donc là, on y était, quoi. C'est-à-dire que on arrive dans le ghetto, il y a des mecs qui profitent du chaos pour régler leur compte dans une guerre de gang, etc. Donc je me suis dit, ça peut être le bon moment de proposer quelque chose de complètement anarchique et un peu peut-être plus proche de ce qu'on peut s'imaginer du graphe, tu vois. Ok. Ça, c'est. Bah ouais, ok, carrément. Ça marche bien. Parce que j'avais aucune idée de pourquoi tu avais fait ça. Mais ok. Ouais, Trop c'est bien. ça, puis c'est pour renforcer le chaos aussi, tu vois. C'est à la fois Ouais. pour faire une espèce de lien, une connexion avec tout le délire graphe, un peu hip-hop, etc. Et aussi pour renforcer l'aspect chaotique des choses, tu vois, là, il n'y a plus de Ouais. structure, quoi. Je comprends en tout cas qu'il y ait des choix des fois où c'est juste, bah, t'as un mood. Même le top 5 est beaucoup plus violent que les autres. J'avais vu dans une interview que c'était à cause de ce qui se passait dans ta vie, que tout était plus marqué. Ouais, Donc, alors t'as trouvé qu'il était plus violent? Parce que moi j'ai trouvé qu'il était. Moi j'ai dans trouvé la, dans qu'il. la construction, je veux dire. C'est le big boss, là, le gars en blanc. Ouais, Bruce Maccabée, ouais. Ouais, Bruce Maccabee, c'est ça. Quand là, tu vois, la, la page où il est en train de tuer la mère de Lino, Ouais, après, tu as la rupture avec, du coup, avec Luna. Et tout après est beaucoup plus violent et beaucoup plus lourd dans la construction de. En fait, ça, en tout cas, c'est le ressenti que j'ai eu. Il y a ça nulle part dans la BD, ouais, sauf je à ce. voulais que ce soit. Ouais, alors ça c'est sûr que je voulais que ce soit lourd en termes d'ambiance. Je voulais qu'il y ait une pesanteur particulière. Ouais, Mais après, les gens ont trouvé ça. Je sais qu'en général, j'ai eu des bons retours sur le 5, et puis, mais c'était mitigé. Il y a plein de gens qui m'ont dit aussi, ouais, franchement, putain, les gens pensaient que ça allait aller de plus en plus crescendo dans le délire. ouais, Et je reviens avec un truc qui se passe sous la neige, très lourd, très pesant, à la limite presque mélancolique, tu vois. ouais. Et ça, c'était malheureusement aussi le mood dans lequel j'étais à ce moment-là. Donc ça, c'est des trucs que tu peux pas aller contre. Et puis j'étais plus du tout dans un truc de allez, c'est YOLO, on y va, on envoie le boulet dans tous les sens. Je voulais vraiment Mhm. un atterrissage. Là, les choses devenaient un peu graves, tu vois. Tu sens en tout cas que c'est la fin c'est la fin du Oui, premier c'est la arc. fin, ouais. Ouais, là, ça rigole plus, les mecs. Mais tu les as découverts au moment de leur sortie ou après coup? Alors moi, j'ai découvert Muta au CDI de mon collège en 2010. D'accord. Et en fait, juste, bah, il y avait le tome 1 qui était dans un bac. D'ailleurs, le bac, c'était bande dessinée américaine. Donc, moi, je trouve ça marrant. Mais L'imposture est là aussi, tu vois. bon. Et en fait, c'est en me renseignant. Et d'ailleurs, le fait que j'apprenne que tu sois français, ça m'avait beaucoup marqué, je m'en souviens. Ah ouais. Et non, non, du coup, j'avais suivi à partir de 2010. Et en 2017, c'est la sortie du film où je me suis dit, putain, c'est vrai que cette BD, elle était bien. Je suis allé voir le film 3 fois. Ah ouais. Je suis allé voir. Bah, en Cool. fait, comme je suis étudiant, moi, les places de ciné, je les ai moins chères. Donc, Ah, c'est bah, cool. je suis allé le voir 3 fois. Je me suis chopé l'intégrale. Faut que je me chope l'artbook. Et D'accord. Mais alors peut-être que si t'avais attendu, si t'avais lu le tome 4 et que t'avais dû attendre 3 ans après le tome 3, après le tome 5, pardon, les gens, tu sais, au tome 4, ça part tellement dans les tours, tu vois.
ce qui se passe, il y a l'invasion extraterrestre et tout. Les mecs, 3 ans après ou 2 ans après, ils arrivent, ils prennent le tome 5. Elles sont où les soucoupes? Elles sont où les mantes religieuses? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, il n'y a plus rien. Et puis t'as juste un face-à-face dans la neige avec un... Et ils étaient deg, les gens, mais je peux les comprendre. Mais c'est ça que je voulais faire aussi, tu vois. Je voulais un atterrissage en douceur, et puis... Et c'est d'ailleurs pour ça que je réfléchis de plus en plus à sortir l'arc 2 de Mutafukaz en fascicule tous les mois, pour éviter ce genre de déception. C'est que les gens n'aient pas le temps de fantasmer sur la suite, tu vois. Ok, ouais, oui, moi comme je l'ai eu d'affilée, j'ai pas pu avoir... C'est ça, Ok. de déception. Tu vois, t'as été emporté par l'histoire, et voilà. Mais quand tu Ouais. te fantasmes une suite, je trouve que y a rien de pire. Quand c'est pas à la hauteur de ce que t'attendais, tu vois. Ouais, puis surtout, il y avait 3 ans entre le tome 4 et le tome 5. Il y a eu 2 ans et demi, un truc comme ça. Bah, en plus, il y a eu le film qui s'est intercalé, donc ouais, il y a eu du temps. Ouais, c'est plus compréhensible du coup que ce soit qu'il y ait eu des déçus. Ouais, et puis moi, je l'ai fait dans la douleur. Personnellement, ça allait pas du tout. J'ai perdu mon père, j'ai perdu des trucs. Enfin, j'ai perdu mon chat. J'étais vraiment... Tu sais, je me disais, bon, allez, on peut pas descendre plus bas. Puis je descendais. Et puis je pense que ça se retrouve aussi dans le mood du tome en général, tu vois. Bah oui, c'est rien qu'à la construction en fait, comme tu l'as dit, c'est plus mélancolique aussi. Ouais, c'est plus mélancolique, ouais. Donc ouais, ça se ressent. Mais de toute façon, c'est dur de passer à côté. Ouais. Mais au final, j'en suis content, tu vois. Mais je trouve qu'il se lit mieux. Effectivement, il se lit mieux dans l'intégrale que indépendamment du reste, quoi. Ouais. Alors, du coup, évidemment, hein, on va parler. Ça, je pense que tu t'en doutais. Je pense que c'est celle dont on parle le plus souvent. La page 390 et le tourbillon. Ouais. Ça, ça clairement, ce serait jamais passé chez un éditeur franco-belge classique. C'est là, pour le coup, tout est très très bien structuré, tout est vraiment bien. Mais à quel moment tu as eu l'idée de... Parce qu'en plus du coup de devoir tourner ton bouquin et d'être 100% immergé à l'intérieur, Ouais. il y a le fait que tu rajoutes quand même ce que tu mets tout le long, avec des ruptures graphiques, avec Lino qui, quand il se met à taper violemment, la case devient blanche. Ouais. Le rouge, il prédomine sur la page 92 et 93. Comment est-ce que tout ça, tu l'as réfléchi en fait? Parce que c'est pas évident à mettre en place pour que ce soit agréable à lire. Donc, Ouais, alors j'ai jamais su si c'était réussi d'ailleurs. C'est-à-dire que il y a des gens des fois qui m'en parlent, mais ils m'en parlent pas forcément. Au début, j'ai eu beaucoup de gens qui s'en plaignaient en disant qu'il y avait une erreur d'impression sur leur tome. Ah, énorme. Et je me disais, comment ils peuvent s'imaginer qu'il y a une erreur d'impression? Je veux dire, ta page, si... Tu vois, ça peut pas être une erreur d'impression. Elle est clairement faite dans ce sens-là, tu vois. Je peux le comprendre pour ces pages-là qui sont complètement à l'envers. Mais pendant la rotation, tu peux pas te dire que c'est une erreur d'impression, tu vois. Donc au début, je me suis dit, ouais, j'ai peut-être raté mon coup, tu vois. Mais moi, l'idée, c'était vraiment là, on perd le contrôle total, quoi. C'est-à-dire que on est avec Angelino, c'est-à-dire que la caméra, elle suit Angelino, même si c'est par exemple des figures comme ça très furtives et tout, on est quand même embarqué avec Angelino et on perd complètement la boussole, quoi, tu vois. Ouais. Et du coup, l'idée c'était c'est faire en sorte, moi je voulais vraiment qu'à un moment donné le lecteur se retrouve contraint de retourner son tome. Et pour que ça soit possible, parce qu'après c'est chiant parce que la page de gauche, la page de droite, tu dis laquelle d'abord et tout, tu ne peux le faire que si tu y vas progressivement, pour que le mec comprenne qu'il doit... Oui. Tu sais, au début il triche un peu avec sa tête, puis après, ah merde, je suis obligé quand même de le retourner, donc il le retourne. Il le retourne, mais surtout la construction, et c'est là où je disais que moi je trouvais ça malin, c'est que ta construction, comme elle est de biais tout le temps, elle suit en fait la rotation. Ouais. T'as un rythme, tu sais, tu peux pas tourner ta page d'un seul coup, ça marchera pas. Oui, c'est ça. Bon, après, c'est dommage qu'on les voit pas en vis-à-vis, mais effectivement, il faut que ça soit progressif. Ouais. Et par contre, quand il revient à la réalité, il fallait absolument que ça soit brutal. C'est-à-dire que là, on est à l'envers, et puis à partir du moment où il tombe, tu sais, t'as presque l'impression qu'il tombe parce que c'est toi qui as retourné ton bouquin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, il y a la pesanteur qui joue. Voilà, c'était ça l'idée. L'idée, c'était qu'à la fin, quand tu retournes ton bouquin, c'est ça qui fait retomber les deux personnages par terre.
Mais du coup, oui, là par contre, je me suis creusé la tête à me dire est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Et j'étais tellement pas sûr de moi que j'ai même pas voulu le montrer aux gens. C'est-à-dire que normalement, un coup comme ça, j'aurais pu le montrer à Florent, etc. pour dire qu'est-ce que t'en penses et tout. Mais je me suis dit, si jamais il me dit ouais, c'est un peu touchy ou quoi, je vais m'arrêter tout de suite. Donc je me suis dit plutôt qu'affronter ça, tant pis, je le fais. Même si c'est pas bon, au moins j'aurais testé. Parce que sinon je l'aurais. J'étais tellement pas sûr de moi que je serais passé à côté, je pense. Surtout que c'est un choix qui est. Enfin, c'est un choix important. Enfin, moi, je pense que c'est si ce n'est l'élément clé, un des plus importants, en tout cas, de ta mise en page sur 600 pages. C'est en tout cas celui qu'on retiendra le plus facilement, mais même des détails qui peuvent paraître anodins, mais ou même, en fait, c'est des détails que tu construis tout le long. Le fait que la case devienne rouge sur certaines choses, le fait que Lino soit rouge alors que le soldat, il est dans les couleurs classiques alors que c'est l'inverse avant. Oui. Enfin, tout est très très bien construit, même la typographie des onomatopées, ou, je sais pas, si on prend Est-ce que tu vois ce que c'est qu'un crawl beach ou pas? Crawl beach, non. Ok, ouais, bon, pas vraiment qui le voit. C'est un terme, c'est une onomatopée, mais visuelle, dans le sens que c'est une goutte de sueur sur le front. Ah oui, d'accord. Quand tu les mets, même les lignes de dynamisme que tu mets, tout ça en fait est articulé autour du fait que tu tournes ton machin. Oui. Tout suit le rythme. Donc, ouais, ça c'est clairement bien joué. Mais alors, oui, aussi par contre, il y a un truc que j'ai pas compris. Sur la page 394, du coup, quand on est vraiment en rupture totale et il se casse la gueule, ouais, il y a la double, enfin c'est la case où Lino est sur un fond blanc et ensuite il est sur un fond un petit peu plus, je sais pas comment on pourrait dire ça, un peu plus pop. Ouais. Il y a une raison au choix des couleurs? C'était le négatif. C'est plus pour jouer l'aspect négatif, même si c'est pas l'exact négatif en termes de colorimétrie, on va dire. Mais c'était vraiment pour jouer le côté. Tu vois, là clairement, j'aurais pas pu faire un fond noir, tu vois. Ouais. Donc vraiment pour évoquer, parce qu'il faut aussi, il y a à la fois ce que tu dis dans ta narration, mais il y a aussi ce que tu racontes dans ton histoire. Donc pour quand même évoquer des souvenirs, on va dire, joyeux ou tendres ou cool, tu peux pas aller vers des couleurs qui sont trop tranchées, tu peux pas mettre de noir. Et puis moi, si je faisais l'exact négatif de ces couleurs-là, elles auraient été dégueulasses. Ouais. Donc l'idée, c'était de donner la notion de négatif, c'est-à-dire que d'un coup, on bascule dans l'inverse de ce qu'il est en train de montrer de lui. Okay. Que les gens perçoivent cette notion-là, mais pas en étant stricto sensus prendre le spectre négatif de la couleur d'avant, parce que les couleurs étaient moches. Donc là, c'est un arrangement, tu vois, pour essayer de trouver un truc qui se tient et dont on comprenne quand même un petit peu l'idée, quoi. Quand je parlais de l'influence cinéma que tu as dans ton travail, pareil que tout à l'heure, par exemple, tu as utilisé le mot caméra, qui n'est pas un mot anodin quand on parle de BD, du coup. Oui. Mais ouais, là, l'idée, c'est à la fois de faire quelque chose que j'essayais impressionnant, tu vois. Bah ouais, ça marche. Mais à la fois, tout le tome 4, je l'ai construit un peu comme un blockbuster en film catastrophe, tu vois. À la Independence Day ou ce genre de délire-là, quoi. Donc, l'avion, c'était nécessaire, tu vois. Mais c'était nécessaire, mais surtout, ce qui, moi, me parle, en tout cas, c'est les fumées que tu mets en bas à droite, qui terminent du moins la page, mais qui guident, en fait, quand tu arrives sur cette page. Je l'ai relu plusieurs fois, la BD, du coup, mais à chaque fois, je me fais la réflexion que quand tu arrives, comme tes yeux quittent le trash de l'avion de la page d'avant, ouais. Tes yeux, en fait, les yeux du lecteur sont immédiatement remis dans la course et dans le dynamisme de l'avion. Et tu repars en haut, tu relis, tu vois les dés, tu vois le pilote, et tout, en fait, se reconstruit comme un mouvement, tu sais, que tu as... comme si tu vivais l'action, en fait, plus que comme si tu étais spectateur. Oui, t'es dedans, quoi. C'est ça l'idée. Ouais. L'idée, c'est vraiment d'être dedans, et moi, c'est pas pour rien que je fais les bruits d'avion quand je dessine un avion, tu vois. C'est-à-dire que
si pendant cette scène-là, j'ai peut-être dû faire des bruits d'avion pendant 3 jours, tu vois. Ouais. Et des bruits de missiles, tu vois. Tu vois, moi-même, je suis dedans et c'est un truc d'enfant, hein, tu vois. C'est des fois, la fois dernière, je discutais avec Florent Maudou, je disais, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait d'autre que jouer au G.I. Joe quand on fait une BD, tu vois. C'est ce qu'on fait, en fait. Donc oui, et puis encore une fois, ça c'est de l'ordre de l'instinctif, c'est-à-dire que je sais que je veux mettre une grosse case money shot. En général, pendant que je la fais, je fais oh putain, pourquoi je me suis embarqué là-dedans? Et puis ensuite, je me dis alors qu'est-ce qui fonctionne le mieux par rapport à la lisibilité, si tu veux. Moi, l'idée c'est toujours de me dire ton œil, qu'est-ce qu'il fait? Tu vois, il suit l'avion, ensuite il revient et repart le missile, et puis ensuite, et effectivement, comme tu dis, c'est la fumée qui va venir faire que le regard se lève vers l'horizon. T'as presque un pan caméra, tu vois. Ouais. Ouais, c'est l'idée, bah, tant mieux si ça marche, parce que pendant que je le fais, c'est toujours encore une fois, je le fais d'instinct, je conscientise un peu, mais je sais jamais vraiment si ça va être vu, perçu, compris ou apprécié, tu vois. Bah, apprécier, ça va être dur de pas apprécier, parce que surtout dans le tome 4, c'est le tome où le dessin est le mieux géré, je trouve, dans le sens où il est je sais pas si toi, personnellement, quand tu dessinais, c'est ce que tu avais en tête, tu arrivais le mieux à retransmettre, mais en tout cas, c'est ce qu'on ressent en tant que lecteur, c'est que c'est le tome où, en tout cas, du moins, tout l'arc un peu Apocalypse Now, tu as tout le côté très pesant, très réaliste de la scène. Bah, parce qu'il n'y a pas d'enjeu narratif à proprement parler, c'est très graphique. Ouais. C'est-à-dire que là, comme je disais tout à l'heure, quand tu dois dessiner des mecs qui se parlent dans une cellule ou par exemple une réunion de scientifiques, c'est dur à aller chercher le plaisir. Tandis que là, quelque part, tu te dis allez, vas-y, aujourd'hui, je dessine des avions qui tirent des missiles, tu vois. Et puis, tu vois, tu as plus de facilité à faire de la gratuité graphique, tout simplement parce que voilà, c'est la scène qui le permet. De toute façon, comme tu l'as dit plus tôt, c'est là tout le passage des avions, c'est un money shot constant. Donc, Ouais, c'est ça, quoi. Et puis là, tu vois, ça me fait toujours marrer de mettre des petits détails comme ici. Il y a encore quelques heures, tu prenais $1000 d'amende si tu déposais une bouteille de coca sur le terrain vague, quoi, tu vois. Et alors que là, on empile les cadavres et les carcasses de voitures, tu vois. Mais c'est quand même fou et ça participe aussi parfois à ma démotivation, c'est que ces choses-là, en fait, sont complètement invisibles. Alors, il y a peut-être des lecteurs qui les voient et puis qui analysent ou qui se disent ah tiens, il y a ça et tout. Moi, en même temps, je le fais pas forcément pour la reconnaissance, hein, je le fais avant tout pour moi. Par contre, je suis toujours démotivé quand je vois le retour des critiques et tout, parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'ils comprennent exactement ce qu'on fait, tu vois. Bah, après, comme on disait tout à l'heure dans les critiques, si tu es dans une lecture immédiate, enfin, moi, tu vois, genre, dans chaque BD que j'achète, j'ai 2 lectures minimum, une où c'est juste pour l'histoire et les dessins, Ouais. et une deuxième que je fais en général peut-être 1-2 heures après, où j'analyse tout ce qui se passe, je regarde un peu tous les détails qui ont été mis à droite à gauche, parce qu'il y en a tout le temps en fait. Donc, Oui, bien sûr. je pense que les gens en général qui font des critiques qui sont pas constructives, c'est juste qu'ils ont lu la BD une fois, ils sont attardés sur 2-3 trucs, ils sont passés en fait. Même ces petits détails-là, même le breaking news, la barre en bas qui met le nombre de morts en temps réel, ce genre de petits détails-là, ça va te remettre, même inconsciemment, même si toi tu passes ton œil juste 2 secondes, ça te remet inconsciemment dans l'effet film de guerre. Oui, c'est sûr, ouais. Donc bon. Je te propose qu'on termine du coup avec l'arc sur les montres religieuses en jaune, noir, blanc. Enfin, c'est pas vraiment du noir et blanc d'ailleurs, c'est plus du marron. Ouais. Est-ce qu'il y a un choix ou c'est une référence que j'ai pas sur le jaune? Non, le jaune, non, là pour le coup, je suis allé chercher la couleur que j'avais pas pu mettre dans le 2. Tu vois, tout simplement. Toute cette scène-là, c'est vraiment Florent qui m'a poussé au cul pour que je la fasse, parce que j'avais envie de la faire, j'avais pour idée de la faire. Or, je considérais que si les mecs avaient pas lu le tome 0, ça allait être difficilement compréhensible, qu'il y ait des montres religieuses qui pop comme ça dans l'univers, tu vois. Ouais. Parce que
Les montres religieuses, je les prépare dans le tome 0 de Mutafukaz, mais en dehors de ça, ça peut faire très Deus Ex Machina. Ouais, oui et non, parce qu'il y en a, il y en a souvent des Deus Ex Machina dans la BD. Enfin, quand t'arrives pour donner la... Alors ouais, ça c'est vraiment celui dont je suis le moins fier, celui quand j'arrive pour apporter la bagnole, mais après, à mesure que les tomes avançaient, j'essayais quand même de consolider un peu ma narration et puis de partir un peu moins YOLO dans tous les sens, tu vois. Donc Ouais, c'est vrai que là, je me suis dit à la fois, j'aimerais bien faire la scène, mais ça va être compliqué parce que des chevaux, dessiner des chevaux quand t'as des lacunes en dessin, c'est juste l'enfer. En termes de narration, je me sentais pas y arriver. Donc j'ai vraiment demandé à... C'est Florent qui m'a poussé vraiment au cul en me disant non mais faut que tu la fasses et tout, elle va être cool, ça va être super et tout. Je me suis dit ouais, effectivement, il faut quand même leur petit moment de gloire quoi, ces mecs-là. Et puis il m'a aidé aussi dans le découpage, parce que lui il dessine très bien les chevaux et tout. Donc là pour le coup, sur cette scène-là, il m'a quand même bien aidé Flo. Et sinon, le choix du jaune, non, c'est que je trouvais que ça marchait bien dans le reste du tome parce que bah voilà, parce que on était dans des couleurs un petit peu feu, apocalypse, tu vois, fin de journée, etc. Du orange, ça aurait ralourdi tout. Du jaune, je trouvais que ça tranchait bien, quoi. Ok. Mais que ce soit avec Metamuta ou les petits passages, alors je sais plus qui c'est qui les fait, les passages de rêve de Lino. C'est Tony. Chic. Ouais, Tony. À chaque fois que Lino rêve, ouais. c'est déstructuré, ou même quand il est dans ses pensées, il y a un moment où il y a une suite de dessins où Lino est dessiné comme un enfant. Il y a une rupture totale avec ce qui se passe. Oui. Bon, je suppose que c'est fait exprès, hein, du coup. Oui, c'est vraiment pour... Là, pour le coup, c'est vraiment pour marquer la différence entre... Je passe... Pendant 600 pages, je fais régulièrement des ruptures graphiques. Ouais. Donc je me dis, là, pour marquer une rupture graphique avec le rêve, il faut pousser les potards encore plus loin, parce que sinon, on va... Tu vois, ça va passer inaperçu, quoi. Donc du coup, je les avais confiés à Tony, parce que j'aime beaucoup son style, et puis je trouvais qu'il est très différent du mien. Donc je me suis dit, si c'est moi qui change encore mon style, ça va être un sempiternel changement de style dans les 600 pages, donc ça sera moins marquant que si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, quoi. Ouais, mais ça marche bien, du coup. Ouais, mais moi j'aime bien aussi, ouais. C'est toi qui fais la structure des cases ou pas? Ouais. Bah le story, quoi, tu vois. Ouais, tu lui storyboard le truc et lui derrière il me semble que c'est comme ça qu'on avait fonctionné. Oui, c'est comme ça qu'on avait fonctionné. Ok. Le fait que Lino soit vraiment en position fétale, enfant, avec une bulle où on a presque du mal à lire, comme c'est blanc sur un gris, et que tout soit blanc autour, bon, bah, ça renforce la solitude, ça renforce la peur, ça renforce l'isolement, ça renforce aussi le fait que il est en train de geler. Oui. Mais ça, tu le fais souvent, mais là, cette page-là, est-ce que ça aurait pas mérité une page blanche à côté plutôt que, hop, directement basculer sur les présentateurs télé? Si. Si, mais c'était encore une fois un problème de fab. Okay. Et puis ensuite, quand je suis passé à l'intégrale, il aurait fallu Du coup, je peux pas intercaler juste une page blanche parce que sinon, ça désorganise toute la suite. Ouais. Soit je rajoutais 2 pages blanches en plus de celle-là et tu te retrouves avec quasiment 3 pages blanches. Ouais. Ou soit tu rattaques derrière, tu vois. Moi, c'est la petite question que j'avais, mais je me doutais qu'il y avait une question de construction et du nombre de pages. Ça, même au niveau de ta construction de base, ça aurait posé problème. Mais ok, très bien. Écoute, moi c'est tout bon. Bah ok, mais nickel. Si t'as besoin d'autre chose, je ne sais pas. Mais... Non, mais c'est bon, moi c'est ok pour moi. Donc écoute, en tout cas, merci pour ton implication. Tu vois. Merci de m'avoir permis en tout cas de te poser ces questions, c'est cool. Cool, et puis hésite pas hein, si tu as d'autres questions, etc. Et puis si tu peux, comment on va dire, convertir des gens à l'univers Mutafukaz, c'est avec plaisir. Ouais, je vais essayer. Bon, c'est cool. C'est très très cool en tout cas. Bon mec, ça marche. Tiens-moi au courant.
Carrément, ça marche. Cool. Allez, dans le chat, à plus aussi, les gars. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Merci.